Ce soir, on va parler de 50 nuances de pratiques de développement. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un petit format atelier, donc je ne vais pas parler pendant 1 heure et demie et vous balancer d'affilée 50 nuances, 50 pratiques de développement. On va parler agilité ce soir, on va parler extreme programming et on va parler DevOps. Alors là, j'ai fait fort parce que je viens de placer, on va dire, 3 buzzwords dans la même phrase. Mais vous allez comprendre comment j'ai lié les trois et vous allez comprendre comment j'ai fait le parallèle avec ces pratiques de développement qu'on va découvrir ce soir ensemble. Alors avant de commencer rapidement qui je suis, je me suis autonomé coach agile technique. Donc je fais du coaching agile, mais j'interviens aussi, je passe énormément de temps avec les équipes de développement et je les aide à mettre en place les pratiques qui viennent majoritairement d'extreme programming, comme le test-driven development, mais aussi d'autres pratiques qu'on va découvrir ce soir ensemble. Et donc je passe la majeure partie de mon temps à comprendre les problématiques que rencontrent les développeurs. Je les aide sur les parties process et agile, mais aussi sur les mains dans le cambouis, on va dire. Et donc, je vous ai dit, ce sera un petit format atelier. Enfin, ça sera un format atelier ce soir. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vous propose de vous connecter au board Miro créé pour l'événement. Et une fois que tout le monde a accès, on va pouvoir commencer avec une première activité. Je vais vous faire un petit peu de travail. Alors, désolé, je sais qu'il est déjà 20 h. Vous sortez sûrement de votre journée de boulot où vous venez de faire la conf précédente. Et, je sais que je vous demande un petit effort, mais ça vaudra le coup. Enfin, j'espère. J'espère pour vous. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 personnes sur le board en plus de moi. Donc, hop, il y a combien de personnes connectées? 5 personnes, ok. Le lien pour vous connecter sur le chat. Yes, il est sur le chat de Zoom. Vu qu'on n'est pas nombreux, ce que je vous proposerai durant la session, si ça reste tel quel, vous pourrez, n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions en live. Du coup, ça ne sert à rien d'attendre la fin ou d'attendre des sessions d'échange. On pourra le faire en live si ça reste tel quel. Donc, petite démo de Miro en attendant que vous arriviez tous à vous connecter. Je pense qu'on n'est pas loin d'être tous là. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Miro, il y a un petit menu, on va dire, à gauche, qui représente en gros les fonctionnalités disponibles dans l'outil. Celle qu'on va utiliser ce soir, c'est l'outil Post-it. On va faire au plus simple, on va dire, au plus efficace même. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est... alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'agilistes. Il n'y a quasiment que des agilistes, donc vous devez être habitué aux fameuses règles des Post-it, mais je vais vous demander de les suivre aussi. Donc, une seule idée par Post-it. Et puis, c'est à peu près tout, en fait. En ligne, on n'a pas les histoires d'écrire correctement, etc. Ça, c'est le petit avantage. On ne peut pas faire de choses illisibles en ligne. Ça, c'est vraiment un gros avantage. Et donc, il y a 5 personnes en plus de moi. Bon, on va dire qu'on va commencer. Donc, la première question que je vous pose, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est selon toi, donc individuellement, je vous propose de placer dans la partie 3 idées vos ingrédients secrets qui permettent à une équipe de développement d'atteindre ses objectifs. Peu importe quel est l'objectif, mais quels sont les ingrédients secrets que vous avez pu voir ou vous imaginez pour une équipe de développement qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. J'avais prévu de faire ça sous forme de vous faire échanger a posteriori en petite salle. Et donc pour ça, je vous demande de mettre sur le board un maximum de 3 idées par participant. Ça va? Donc là, on va se laisser 5 minutes pour cette première étape. 5 minutes pour identifier les ingrédients secrets permettant à une équipe de développement d'atteindre ses objectifs. Et donc 3 idées max par personne.
J'aurais dû prévoir de la musique pour les temps de réflexion. Ok. Ok, j'ai l'impression que ça se termine. Alors, comme dit, j'avais prévu de faire des petites sessions séparées, mais vu qu'on n'est que 14 sur le meeting, ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir vos micros pour ceux qui le veulent, et puis peut-être de venir parler de ce que vous avez mis, et du pourquoi surtout vous avez mis, pourquoi vous avez mis vos post-it. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, enfin beaucoup de choses qui me plaisent dans ce que vous avez mis plutôt, et on va parler juste après, donc c'est cool. Je sais pas, quelqu'un veut commencer? Soyez pas timide, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de toute manière. La bière, c'est un élément important apparemment. Pour certains. Il y a des Belges dans la salle, c'est ça? Je sais que les Belges, vous êtes plus attachés à la bière que les Français. Personne ne veut prendre la parole? Ben, moi, je peux essayer de prendre la parole, sachant que je ne suis pas arrivé à mettre des post-it à partager. Je ne sais pas où c'était. Ah oui, petite astuce aussi, pour prendre des post-it, tu peux aussi faire CTRL-C, CTRL-V, faire un CTRL-D par exemple, ça marche aussi. Pour dupliquer les post-it et les réutiliser en fait. Pardon, j'avais pas forcément dit au début. Mais vas-y, n'hésite pas. Ok. Par contre, je peux les faire oralement si tu veux. Ouais, vas-y, fais-les oralement. Ouais. Enfin, moi, je serais parti déjà sur XP, sur le programming, mais bon, c'est peut-être un peu triché parce que il y a plein de choses dedans. Ouais. Derrière, j'aurais mis aussi une vie d'équipe. Hein, enfin, on va un peu sortir de voir les gens en dehors du travail. Et la troisième, j'aurais peut-être mis que ces deux-là. En fait. Ok, ça marche. Donc, on a des choses qui sont assez proches. Effectivement, XP, c'est assez global. Je vais en parler rapidement juste après, mais il y a beaucoup de choses qui rejoignent XP. Donc là, on a vu, si on reprend XP, il y en a qui vont citer le collective ownership, TDD. On pourrait rapprocher, ça dépend ce qu'on entend par versionning, on pourrait rapprocher de XP. On a Je vois le mob aussi. Enfin, ouais, le pair. À droite, il y a du mob. Pair mob, ouais, exactement. Esprit d'équipe, ça rejoint. Donc, on a des choses qui sont assez similaires. La confiance à communication. Ouais. Communication, c'est une des valeurs d'XP pour l'extreme programming aussi. Vision, raison d'être partagée, c'est peut-être un peu moins dans l'extreme programming. Ouais. Ok, cool. Merci. Merci Jean-Damien. Vous voulez rajouter quelque chose? Il y en a qui ont envie de partager ce qu'ils ont mis sur le board. C'était un petit tour de chauffe. Bonsoir à chacun et chacune. Moi, j'en ai mis 3 post-it à gauche. La co-construction, pour éviter l'effet architecte dans sa tour d'ivoire déconnecté de la réalité de ce que l'on produit au quotidien. Donc, le fait qu'on construit ensemble et on est plusieurs à réfléchir pour bénéficier de l'expérience de chacun et de l'intelligence collective. Le pair programming, effectivement, pour obtenir du feedback très rapide. Sur vraiment la partie technique et la partie réalisation, et le feedback régulier qui, lui, j'applique de façon plus large
c'est-à-dire pas que sur de la technique, mais vraiment sur qu'est-ce que tu penses de ce qu'on a fait, est-ce que tu penses que là-dessus on pourrait s'améliorer, qu'est-ce que tu as pensé de notre réunion, est-ce que tu as l'impression que ça a servi à quelque chose, qu'est-ce que tu te retiens de ce que j'ai fait, ainsi de suite. Donc cette idée d'obtenir du feedback en continu. Voilà les 3 propositions que j'amène à la réflexion du groupe. Ok, cool. Vous êtes aligné avec tout ce qu'il y a sur le board, ou il y a quelqu'un qui a une opposition ou qui voudrait émettre un feedback sur ce qui est mis sur ce board-là? Non? Ok, bah merci à vous d'avoir joué le jeu. Ne quittez pas le board, mettez-les de l'autre côté pour l'instant. On va revenir dessus. Vous avez vu, il y a quelques activités. Je vais encore vous faire travailler un petit peu. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est passer à la suite. C'est bien arrivé. Voilà. Alors, avant de vous parler des 50 pratiques de développement, on va dire que l'identification de ces 50, l'identification des ingrédients secrets pour atteindre l'efficience, on va dire, d'une équipe, ils ont été identifiés dans une étude qui a été publiée dans un bouquin qui s'appelle Accelerate. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous l'a déjà lu ou qui en a déjà entendu parler. En gros, Accelerate, c'est quoi? On le voit dans le titre ici, c'est la science derrière DevOps. Donc, c'est 3 personnes, dont un doctorant, un doctoré, on va dire, qui ont fait une étude sur des milliers d'organisations à travers la planète et qui ont identifié des patterns démontrant que les organisations qui sont les plus performantes dans leur delivery sont celles qui atteignent en moyenne 2 fois plus souvent leurs objectifs que les organisations les moins performantes. Donc, c'est une étude de la performance des organisations. Et ils ont identifié aussi que les organisations les plus rapides sont aussi les plus stables. Ce qui en ressort de cette étude-là, c'est qu'on peut mesurer l'efficience d'une organisation de manière objective. À l'heure actuelle, on le fait de manière très subjective. Bon, on le fait via des KPI qui sont potentiellement faussables, on va dire de manière générale. Et ils ont surtout identifié assimilés à l'efficience du delivery de l'organisation, ils ont associé des comportements et des pratiques techniques. C'est un peu ce qui va driver notre session du soir. Donc, ce qu'ils ont pu voir, c'est que ces comportements et ces pratiques techniques, ça a amené vers de meilleures métriques. Et donc, ces métriques qu'ils ont identifiées, qui sont des métriques totalement objectives et pas subjectives, elles sont de 2 types. En tout cas, c'est comme ça qu'ils les ont catégorisées. Donc, il y a des métriques de débit, throughput en anglais. Ces 2 métriques-là, principales pour une organisation, c'est de dire on peut mesurer la fréquence de déploiement. Donc, on va mesurer l'optimisation de notre flux de production et de la création de valeur en mesurant notre fréquence de déploiement. Tous les combien de temps on déploie. Et donc, ils ont catégorisé comme ça, sur base de ces métriques, sur base de chacune des métriques, ils ont identifié c'est quoi un low performer et c'est quoi une entreprise qui performe à l'extrême, on va dire. Donc, ils ont catégorisé ça. Donc, la fréquence de déploiement, quand on a une organisation qui est en capacité de délivrer plusieurs fois par jour, on va être considéré comme parmi les elite performers. À l'opposé, entre 1 à 6 mois, là, on va être considéré dans les low performers. Alors, je dois avouer que je travaille beaucoup avec des low performers. Ce n'est pas forcément une tare. Ça veut dire qu'il y a juste une marge de progression pour tendre vers une organisation plus efficiente et plus effective, on va dire. Il y a une autre métrique qui est importante, et là-dessus, je fais faire le rapport avec le lean manufacturing ou l'agilité même en général, on va dire ça comme ça, c'est le lead time for changes. Ce qu'on va appeler le lead time for changes, c'est quoi? C'est une mesure qui va permettre de mesurer la rapidité de la mise à disposition en production d'un morceau de code finalisé. Donc, en gros, j'ai une demande en entrée. Combien de temps en combien de temps cette demande elle va se transformer en du software qui tourne en production et qui répond à un besoin utilisateur, à un besoin client. Et donc là-dessus, moins d'1 jour, là, je peux avouer que je n'ai jamais vu ça. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes chanceux, je pense. Moins d'1 jour pour un lead time, c'est exceptionnel. Enfin, ça va de 1 jour à 6 mois, en gros. Et donc là, on est sur des métriques pour mesurer le débit. Ensuite, il y a des métriques qui sont plus là pour dire c'est bien de mesurer le débit, mais en mesurant le débit, on sait qu'on va pouvoir livrer rapidement de nouvelles choses en production.
mais ça ne nous assure pas la qualité de ce qui est déployé. Ça ne nous assure pas la stabilité de notre produit, des produits qu'on manage en production. C'est pour ça qu'ils mettent dans la balance d'autres types de métriques qui sont les métriques de stabilité, donc le mean time to restore, donc le temps moyen pour restaurer. Donc ça mesure la performance de la correction d'un défaut en production. C'est du moment qu'un défaut est constaté en production, combien de temps on fait pour le corriger, combien de temps il nous faut pour le corriger. Et pareil, quand on va faire un changement, quand on va pousser une nouvelle fonctionnalité en production, quel est le pourcentage d'échecs, quel est le pourcentage de defects qui sont créés sur la production. Donc, je mets une nouvelle feature en production, combien de defects ça va créer. C'est ce qu'on va appeler le change failure rate. Ces métriques-là, en fait, ces métriques-là, ce qui est bien, c'est qu'elles poussent à d'optimisation globale et pas locale. On ne va pas se focaliser uniquement sur une équipe pour lui taper sur les doigts ou pour se dire cette équipe-là, elle fait un meilleur travail que l'autre, etc., etc. On va vouloir essayer d'optimiser dans son ensemble. Et typiquement, à quoi ça sert d'optimiser le lead time, j'ai oublié de faire le parallèle avec le lean, mais en gros, dans l'idée du lean, tout ce qui est en attente, tout ce qui n'est pas en production, c'est du stock qui s'accumule, c'est de la perte pour l'entreprise dans le sens où ça ne nous rapporte aucun argent. C'est du stock, on stocke des fonctionnalités en fait. Du coup, le lead time, il est important parce qu'il va permettre de faire en sorte que ce stock ne s'accumule pas quand on va vouloir optimiser ce lead time. Donc, on va vouloir toujours passer en production, on va vouloir optimiser notre flux de production de valeur pour aller jusqu'à la prod. Notre flux de production de valeur, il ne va pas s'arrêter au done d'une équipe, il va s'arrêter au done juste qui sera la production. C'est un peu ce qu'on veut aussi atteindre avec des choses comme DevOps. Bref. Ce bouquin-là est super intéressant, je vous invite à le lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif de la conf du jour, mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans ce bouquin. Ce qui est intéressant aussi, c'est, je vous disais, ils ont identifié donc, des métriques, mais ils ont aussi identifié des... alors, je ne sais pas comment le traduire en français. Hein. Il y en a qui disent capabilité, ça me paraît encore plus bizarre que de dire capabilities, mais bon, bref. Et donc, ils ont identifié ce qu'ils appellent des capabilities de plusieurs sortes. Donc, on va dire que c'est des comportements de plusieurs sortes, des choses à développer au sein de l'organisation pour être de plus en plus efficiente. Donc, ils ont identifié des capabilities de type continuous delivery, de type architecture, de type product et process, de type culturel et de type lead management. Je vous montrerai quelques exemples juste après. Mais pour eux, en activant les capabilities identifiées, en les poussant et en s'améliorant sur ces différentes capabilities, ça va permettre d'améliorer les métriques qu'on a vues précédemment. Donc les métriques de débit et de stabilité. Donc performance et qualité. Et c'est ça qui va mener les organisations au succès. Alors là, je vous avais parlé d'XP au début. Et puis si vous avez lu le pitch de mon talk, vous pourrez très bien vous poser la question, c'est quoi le rapport avec Extreme Programming? Alors, avant de vous expliquer c'est quoi le rapport, je vais revenir un petit peu aux fondamentaux. Donc, il y a Uncle Bob qui en a parlé rapidement cette semaine. Extreme Programming, c'est quoi? C'est une méthode agile qui est née dans les années 90, on va dire 94, 95, 96, qui a été créée par majoritairement, alors je mets majoritairement Ken Beck, on va dire qu'ils étaient plusieurs, il y avait Ward Cunningham, il y en avait d'autres, mais on va dire c'est connu majoritairement ou lié majoritairement à Ken Beck. Et donc, dans Extreme Programming, on va retrouver quoi? C'est bien, vous avez cité pas mal de pratiques tout à l'heure. On va retrouver au centre d'XP, au centre des pratiques d'XP qu'on représente sous forme de cercle, on va retrouver à son centre des pratiques d'ingénierie, comme le test-driven development, le refactoring, le simple design et le pair programming. On va retrouver à l'extérieur des pratiques plus orientées équipe, comme le coding standard, le collective ownership que vous avez aussi mis, l'intégration continue, le rythme soutenable et l'utilisation de la métaphore. Et à l'extérieur, on va retrouver des choses qui sont plus customer-centriques, en tout cas qui aident plus à la relation avec le customer, des choses comme le planning game, small release, donc l'idée d'avoir des petites releases, des tests utilisateurs, des tests clients carrément. C'est en ça que c'était extrême pour l'époque. À l'époque, on voulait réellement impliquer le client dans le testing, dans la définition des stories. On voulait l'impliquer au day-to-day. Et ça, pour l'époque, c'était extrêmement disruptif, on va dire. Le Wall Team, donc l'idée du Wall Team dans Extreme Programming, c'est de dire qu'on a l'équipe de développement qui travaille main dans la main avec le client. Ça, c'était ultra disruptif.
Je n'entrerai pas en détail sur les différentes pratiques, parce qu'il y en a beaucoup, et pareil, je ne sais pas forcément où il y a là où j'aurai le plus de valeur aujourd'hui. En parlant de valeur, il y a aussi des valeurs dans l'extreme programming. C'est marrant, vous en avez cité quelques-unes tout à l'heure. La communication, le feedback, on va le voir rapidement sur la droite, qui sont réellement au cœur de la méthode, et la simplicité. Quelque chose qu'on a un petit peu oublié, la simplicité. Je travaille avec pas mal d'organisations, je suis consultant, et on a tendance à pondre des usines à gaz pour la moindre chose. Donc, les valeurs dans l'extreme programming, rapidement, on va dire la communication. C'est pareil, il faut se projeter, il faut revenir quasiment 30 ans en arrière, maintenant 25 ans en arrière, on va dire. On a l'habitude de faire du waterfall dans le développement logiciel. Donc, on a des grosses phases d'analyse, des grosses phases d'analyse business, des grosses phases d'analyse technique. On va faire notre développement, qui va se passer des mois et des mois, on va faire notre phase de testing, etc. etc. Et là, on dit avec Extreme Programming, stop à tout ça, ça ne marche pas. On va être réaliste, on arrête tout ça. On va arrêter de faire de la documentation pour de la documentation qui sera forcément interprétée, qui sera forcément outdated quand on va l'implémenter. On se dit, on arrête de dépendre de documentation lourde et on va documenter uniquement ce qui est nécessaire. Et donc, on va se dire, ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment la communication. On est avant le manifeste agile, en 1995. Et donc, la méthode, elle repose tout sur la communication entre les membres de l'équipe, mais aussi les utilisateurs ou le client, peu importe comment on l'appelle dans l'XP. Et puis, la simplicité. La simplicité, c'est quelque chose qui est réellement au centre d'Extreme Programming avec cette notion de simple design. L'idée, c'était quoi? C'était réellement de se focaliser dessus. Il faut qu'on arrête de faire des usines à gaz. Il ne faut pas essayer d'anticiper tout ce qui pourrait se produire sur notre design de code. Il faut se focaliser sur le présent et pas sur le futur et pas essayer d'anticiper, de faire des choses ultra génériques pour des besoins qui n'arriveront jamais. Donc, l'idée, c'est de dire, en utilisant nos pratiques d'ingénierie, qui est le pair programming, le test-driven development et le refactoring, on va produire du software qui sera assez robuste pour pouvoir ajouter de nouvelles fonctionnalités dans un futur proche. Donc, on n'a pas besoin d'anticiper le futur, en fait. Il y a un truc qui est vraiment au centre d'XP aussi, c'est le feedback. Donc, vous en parliez aussi tout à l'heure sur le board. Donc, le feedback, il est partout dans Extreme Programming. On veut du feedback sur le code. On prend du feedback sur le code via le pair programming. Donc, en instantané, avec un autre développeur, on va faire du ping-pong. Enfin, on va faire du rallye, si on veut utiliser la métaphore du rallye, mais on va faire du ping-pong entre développeurs pour s'interroger et se poser des questions sur le code qu'on est en train de designer, en gros. On va avoir du feedback sur notre code aussi via les unit tests. On va avoir du feedback tous les mois grâce à notre release plan, à nos itérations, etc., etc. Donc, on a réellement du feedback partout, de quelques secondes à plusieurs mois. Le courage dans Extreme Programming, ça voulait dire quoi à l'époque? C'était de renoncer à la hiérarchie et être responsable de toute la chaîne de valeur. Donc, c'était assez avant-gardiste. On est dans les années 90. Et en gros, ce qui prônait à l'époque, en tout cas la volonté à l'époque, c'était de dire on est responsable de tout. Et ça va aussi avec le collective ownership. Donc, quand on délivre du software, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ce software-là, il fonctionne. Il fonctionne en production. S'il fonctionne sur un environnement avant la production, c'est bien, mais il n'apporte aucune valeur à personne. Donc, le collective ownership, c'est vraiment pousser à l'extrême cet ownership-là, cette responsabilité-là. Ça vaut pour tout. Tout à l'heure, je ne sais plus comment c'était formulé sur le board, mais c'était la capacité aussi d'intervenir sur la capacité d'intervenir sur n'importe quoi dans le code, intervenir sur l'ensemble du code du projet. C'est exactement ça aussi le collective ownership. C'est chacun est responsable de tout, donc en tant qu'équipe. Le respect, c'est une valeur qui a été rajoutée plus tard. L'idée, c'était de dire il faut respecter les autres, membres de l'équipe, le client, soi-même, et aussi le code qui sort de l'équipe. C'est quelque chose d'important. Donc, on voit, ce n'est pas tout nouveau, hein, XP. Enfin, je présume qu'il y en a beaucoup qui connaissaient déjà, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est quelque chose d'assez ancien. Et moi, je me suis posé la question récemment, ce serait quoi XP si on revisitait en 2021? C'est la question que je vais vous poser juste après. Mais juste pour clôturer sur Extreme Programming, à l'heure actuelle, que vous fassiez du Scrum, du Kanban ou autre, je suis sûr que vous utilisez certains artefacts ou certaines idées ou pratiques liées à Extreme Programming.
Bien souvent, quand vous faites du Scrum, quand vous implémentez le framework Scrum, vous utilisez la notion de user story. La notion de user story, c'est quelque chose qui a été matérialisé dans XP. Les équipes de développement, bien souvent, enfin les développeurs entre eux, ils utilisent souvent cette pratique de pair programming, de manière correcte ou pas d'ailleurs. On n'a pas forcément jugé de comment les gens utilisent le pair programming. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Le planning game, par exemple, c'est quelque chose aussi qui vient d'XP. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une source d'inspiration pour beaucoup de pratiques, beaucoup de méthodes agiles. Et donc, c'est quoi le lien entre XP et Accelerate? En fait, là, je vous ai mis une carte de ces fameuses capabilities. Donc, on va retrouver les catégories que je vous ai listées tout à l'heure. Cette notion de continuous delivery, product process, lean management, architecture et culture. Et dedans, je pourrais en parler de certaines. Je me souviens que tout à l'heure, il y avait versionning. Donc, on a vraiment cette notion de version contrôle. Tout doit être versionné dans l'organisation. Tout doit être sous contrôle, enfin, dans un version de contrôle, on va dire. Ça, on va dire que c'est assez lié. Faire du trunk-based development, avoir d'intégration continue, donc ça vient clairement d'extreme programming. Enfin, c'est clairement dans l'extreme programming. Après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre? Travailler en petit batch, management monitoring, monitorer tout, avoir des whip limits pour éviter le context switching. Je vais parler avec ce que tu expliquais hier soir, Morgane. J'ai juste vu les slides, mais tu parlais beaucoup de context switching. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Donc, une bonne manière de lutter contre le context switching, c'est d'instaurer des whip limits. Au niveau architecture, ce qu'on voit dans Accelerate aussi, c'est cette notion d'empower teams. Donc, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, je crois que c'était toi, Jean-Damien, sur faire en sorte que l'architecte descende de sa tour d'ivoire et travaille main dans la main avec les équipes. Et justement, plutôt que de leur dicter ce qu'elles ont à faire, les empower, en fait. Et puis, on va avoir toute cette notion culturelle, supporting learning, par exemple, à réellement inciter les gens à apprendre, toujours apprendre. Et donc, si on regarde l'extreme programming, je me suis amusé à mapper, c'est purement subjectif, c'est que ma vision, mais je me suis amusé à mapper les pratiques liées à extreme programming et ses capabilities. On voit, à part le lean management qui n'est pas forcément couvert, on a une grosse... Enfin, XP, les pratiques liées à XP sont déjà liées intrinsèquement à Accelerate. Plutôt l'inverse. Accelerate a mis en avant que les pratiques qui étaient dans XP permettaient d'améliorer l'efficience des organisations. On va dire ça dans ce sens-là. Et donc, comme je disais, ce talk-là, enfin, l'idée de ce talk-là, il m'est venu comment? Il m'est venu en me disant, ouais, mais on est en 2021, ça fait déjà un moment que c'est sorti XP. Qu'est-ce que moi, je rajouterais en 2021? Et c'est ce que je vais vous proposer de vous montrer après. Et je me suis posé les questions suivantes pour faire l'exercice. Je me suis dit, OK, maintenant, qu'est-ce qu'un dev utilise au quotidien? Qu'est-ce qu'il devrait utiliser en termes de pratique qui permettrait d'améliorer son efficacité sur différents axes? Et de quoi, globalement, un dev dans une équipe agile, il a besoin au quotidien? Qu'est-ce qui lui permettrait d'être encore plus heureux, plus efficient dans son quotidien? Donc, je me suis déjà posé la question au niveau des pratiques techniques et après, sur les pratiques culturelles, etc. Du coup, je vous invite à revenir sur le board Miro. Hop là. Et je vais dégriser la prochaine zone. Excuse-moi, Yoann, parce que je suis arrivé juste après le début, du coup, j'ai pas eu le lien Miro. Est-ce que tu pourrais me le remettre quelque part, s'il te plaît? Merci. Ouais, pas de souci. Ça, c'est extrêmement pénible. Il me perd à chaque fois la zone de chat. Je sais pas pourquoi. Ah, Florian a déjà mis. Merci, Florian. Ouais, super, merci. Ok, du coup, ce que je vous propose, c'est un exercice. Donc, c'est avant de vous montrer moi le résultat de mon petit brainstorming, je vous propose de le faire vous-même, de vivre vous-même le brainstorming. Donc, j'ai créé des zones. Je ne savais pas combien de personnes allaient venir, donc je me suis un peu enflammé à dire ça comme ça. Et je vous propose de répondre à cette question en mode, je ne sais pas si vous connaissez le format Crazy 8. Normalement, on prend une feuille de papier, ça vient du design sprint. On prend une feuille de papier, on le divise en 8 parties égales et on essaie de sketcher au plus rapide des idées sous un format X ou Y. Là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un peu ce format-là, version plus simple, version post-it. C'est de dire, en 4 minutes, je vous propose de vous interroger, d'essayer de remplir 8 post-it en vous disant c'est quoi les pratiques que vous rajouteriez dans XP à l'heure actuelle.
sur base de ce qu'on a pu voir avant, sur base de ce que vous avez listé précédemment. La bière, c'est assez facile de mettre une pratique. C'est associé à une pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est mettez votre nom dans la zone. Vous pouvez éditer la partie en bleu. Comme ça, personne ne vous piquera la zone. Placez-vous sur une zone, mettez votre nom. Et puis, une fois que vous êtes tous placés, je vous propose de lancer un petit chrono. Et puis, on se prend 4 minutes pour remplir cette zone-là. Ça va, je suis clair? Enfin, c'est clair pour tout le monde, plutôt. N'hésitez pas à m'interrompre. Bon, c'est bon pour moi, en tout cas. Merci. Ok, parfait. Donc là, j'ai Florian Alexandre. Allez, on y go. 4 minutes. Autant d'idées que... Enfin, 8 idées minimum. Si vous en avez plus, tant mieux. Vous pouvez piquer la zone de quelqu'un. N'hésitez pas. Il vous reste encore 2 minutes. Ok, je propose qu'on arrête là. Je vois plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à prendre la parole pour expliquer ce que vous avez mis. Qui veut commencer? Allez, je me lance. C'est plus facile quand on est le premier, parce que comme ça, après, ça évite qu'il y ait des redondances avec les autres.
ça. Donc, j'ai mis le team building, donc sous toutes ses formes, que ce soit bière ou autre, enfin voilà, avoir des moments d'équipe, sacraliser le fait qu'il y ait besoin de moments d'équipe qui sont peut-être en dehors du travail, de l'activité de réalisation en fait, parce que je pense que le team building, ça contribue aussi à ce que les gens travaillent bien ensemble. Donc même si aujourd'hui c'est pas valorisé en tant que tel dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, je pense que c'est quand même important pour vraiment constituer cet esprit d'équipe, d'entraide, de solidarité. Voilà. Le deuxième point, c'est un environnement propice. Donc là, même si aujourd'hui on sait on bosse pas mal à distance, mais le fait de pouvoir se retrouver ensemble en équipe, donc avoir un espace que ce soit réel ou virtuel d'équipe, de pouvoir avoir des moments d'isolement, c'est-à-dire pouvoir aussi se couper à un moment donné, si on veut, de l'équipe, et voir un espace de détente, voilà, qui permettent à l'équipe justement d'avoir des moments un peu sympas par l'environnement. Après, alors je suis allé vérifier côté XP, je me dis l'objectif clair, c'est marrant, peut-être que je ne l'ai pas su l'interpréter, mais voilà, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important, le sens, le besoin de sens, savoir où on va. Et puis enfin, les accords Toltec et la CNV pour bien communiquer, parce que je pense qu'il y a pas mal de frustrations, d'incompréhensions qui sont liées à ces problématiques de mauvaise communication, finalement, de mauvaise pratique de communication. Voilà pour moi. Ok, merci. Merci Alexandre. Il y avait des choses, j'ai vu qu'il y avait des choses aussi similaires chez toi, Florian, avec cette notion de CNV. Oui, tout à fait. Pour faire le tour rapide de ce que j'ai mis, donc j'ai parlé des techniques qui sont issues du management 3.0, donc tout ce qui va être orienté, moving motivator, delegation board, ainsi de suite, permettre d'être à l'écoute des problématiques des personnes de manière générale et de voir aussi quelles sont les motivations qu'elles vont avoir et donc où est-ce qu'elles vont vouloir mettre leur énergie. L'intelligence émotionnelle pour pouvoir capter quand les gens sont disponibles ou indisponibles à la communication. Donc, c'est un peu lié avec ce que disait Alexandre sur les environnements propices pour pouvoir s'isoler ou ainsi de suite. Les intelligences multiples, parce que notre métier met beaucoup en avant la réflexion intellectuelle, mais il y a beaucoup d'autres façons de pouvoir interagir et de percevoir et de comprendre des problèmes que simplement le fait de lire ou d'écrire avec ce type de raisonnement. Ça fait écho au quatrième post-it que j'ai mis, qui est le kinesthésique, donc le fait de revenir dans son corps au lieu d'être que dans son cerveau pour aller rechercher un alignement, une verticalité et une complétude. Donc là, il y a plein de solutions dans cette direction. Les rythmes asynchrones, donc toujours pour lier avec ce que disait Alexandre, avec la notion d'environnement propice. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir, de pouvoir jouer avec ça. La CNV, je ne reviens pas dessus puisque ça a été cité aussi par Alexandre. L'authenticité, donc le fait de pouvoir être authentique dans ce que l'on dit et aussi dans ce que l'on ressent. Et cette idée que j'ai résumée par le Leave No One Behind, qui est l'effet vraiment d'aller chercher l'effet corps, qui est que finalement on est tous dans le même bateau, et c'est de ramener cet esprit d'équipe et cette solidarité que l'équipe essaie de développer dans la conduite et dans l'amènement de son projet en fait. Voilà l'idée. Ok, cool. Merci Florian. J'ai pas mal d'idées qui se recoupent avec ce que vous avez pu mettre, donc ça me rassure. Je suis pas totalement farfelu, j'espère. Je suis pas seul. J'ai pu voir aussi, il y avait des choses aussi sur la communication chez Jean-Damien, avec la ProcessCom notamment. Oui, voilà. Ouais. Non, moi, je suis pas très CNV, je suis plus ProcessCom. Alors moi, j'avais mis aussi donc des apéros, chercher une traduction, un team building, et puis finalement, je suis resté classique. Donc, voilà, comme dit la ProcessCom, parce que je pense que c'est important de savoir communiquer et puis utiliser le bon canal, surtout s'il y a des tensions dans l'équipe. Là, j'ai mis une culture XP au niveau organisationnel, enfin, au niveau d'une société, parce que aujourd'hui, moi, c'est un peu le problème que j'ai dans la pratique d'agilité que j'ai dans mes projets, c'est que en fait, on essaye d'être agile. Par exemple, on fait du Scrum, on va essayer de faire du Scrum, et puis tout d'un coup, on va être bloqué au niveau des managers. Bon, peut-être que ça rejoint ce qu'avait dit avec le management 3.0, mais c'est vrai qu'il y a une acculturation qui n'y est pas, et c'est problématique.
surtout dans les rétros, on tourne en boucle, on dit, ben voilà, un problème au niveau organisationnel, mais on ne pourra jamais le lever. Ce qui tue un peu l'agilité. Et puis aussi, j'ai mis participer à des confs, parce que je pense que l'ouverture vers l'extérieur est importante. Ok. Merci à toi. Donc, ouais, l'apprentissage, on va dire. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Là, il y a beaucoup de choses aussi qui me parlent chez Marc. Je crois que ça va finir par toi, Marc. C'est quoi cette notion d'extrême contract? Alors, moi, je suis plutôt dans le monde de la prestation. Et du coup, on rencontre des problèmes qu'on n'a pas forcément dans des équipes internes client final. Et du coup, quand tu interviens avec d'autres des clients en voulant faire de l'agilité, les modèles contractuels classiques en fait ne te permettent pas de le faire de façon sereine. C'est-à-dire que si on prend par exemple un forfait, si on veut faire du forfait agile, c'est très compliqué parce qu'on est limité sur le périmètre, le prix, la qualité, enfin, on connaît le truc. Et du coup, faire les systèmes de contrat aujourd'hui incitent à faire plutôt du management de risque et du build design upfront plutôt que des petits incréments facturés régulièrement avec un engagement faible des deux côtés, quoi. Enfin, un engagement, j'entends par exemple, on peut sortir d'un côté comme de l'autre facilement, on n'est pas bloqué. Ouais. Voilà, j'ai mis une petite vidéo qui en parle un petit peu, c'est un concept qui est en train de mourir. Ouais, en fait, ça me parle, l'extreme contract. Je l'avais vu passer je suis une compagnie qui s'appelle Avance Coperta. Je pense que c'est une vidéo d'un Italien, c'est ça? Cette boîte est italienne, je crois qu'il l'avait invité. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Ok. Je vais continuer du coup. Vas-y, oui, on finira sur toi de toute manière. Vas-y. Pardon. Ah oui, pardon, en fait, je crois que tu m'avais donné le. Non, je peux. Ouais, juste si tu veux expliquer ces deux-là, parce que je pense que c'est intéressant. Ouais, alors, Craft Notebook, c'est. Ce que j'entends par là, c'est avoir. Donc, le développeur aujourd'hui a un rôle qui est quand même assez important parce qu'on fait un peu tourner le monde, quelque part. Hein. On est un peu les ingénieurs du monde. Et on voit de plus en plus des problématiques d'éthique avec Facebook, Volkswagen, etc. Et en fait, quelque part, c'est un peu comment dire, aller encore plus loin au niveau de la responsabilité et par exemple, ne pas accepter de faire des choses qui pourraient nuire à l'humanité. Je pense par exemple, c'est peut-être à l'environnement ou aux vies humaines, notamment. Du coup, avoir un peu comme il y a le serment d'Hippocrate et tout un tas de serments de ce type dans d'autres professions, avoir vraiment un engagement, avoir des valeurs universelles qui soient, qui fassent partie finalement du package. Donc, c'est quelque chose qui est un peu évoqué, notamment par Uncle Bob, mais également par des licences alternatives, genre de choses. Je pense par exemple que tout un tas de. Ah, il n'y a que moi qui ai perdu Marc ou c'est moi qui ai un souci? Vous m'entendez? On t'entend très bien, Yann. Ok. Et salut Marc aussi. On t'a entendu. Ok, c'est chez moi que ça a coupé. Ouais, plus, en fait. ma connexion n'est pas très stable, donc c'est possible que ça vienne aussi un peu de moi. Je vous recommande fortement de faire l'exercice si vous êtes dans des équipes de dev. Moi, je pourrais vous envoyer le lien après. J'ai fait un petit format d'atelier que j'ai déroulé dans quelques équipes justement pour essayer de faire émerger ce genre de serment de la part des équipes. C'est assez intéressant de voir les questionnements de chacun. Et un code of conduct, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça. Et on va dire qu'on
on atteint vite les limites des organisations, dans le sens où ce que les équipes voudraient, en fait, ils voient que c'est potentiellement, en termes de serment, c'est pas forcément aligné avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est assez marrant à dérouler. Ensuite, tu pointais un peu vers le legacy. Je pense que l'extreme programming et l'agilité en général, ça ne devrait pas être non plus l'apanage du greenfield, du projet qui démarre de zéro. Je crois au legacy qui peut être adressé en agilité. Et du coup, là, c'était plus un pointeur vers les techniques, une boîte à outils finalement, qui est un peu une synthèse de ce qu'on peut avoir avec le refactoring, des pratiques de test un peu particulières qui permettent de faire quelque chose d'un legacy, de le faire revivre, de le rendre, de continuer à avoir de la valeur et petit à petit à continuer enfin, ne pas, voilà, l'idée derrière aussi, c'est un petit peu ne pas dénigrer le travail des gens qui sont venus avant et un travail qui a de la valeur puisque la boîte est encore là pour le supporter. C'est une des règles d'or de Woody Zoil, justement le papa du mob programming. Il lui dit on doit respecter le code des autres, on ne doit pas le dénigrer. On ne connaît pas les contraintes dans lesquelles ont été créés ce code-là, donc tu ne dois pas le dénigrer. Toujours respecter le travail des autres. Exactement, et c'est beaucoup aussi de connaissances. Et dénigrer par exemple une équipe qui fait du legacy, s'il n'y a pas des forts liens avec ces personnes-là, quand elles partent, c'est catastrophique, quoi. Et du coup, typiquement accepter de faire du COBOL par exemple en extreme programming, ça semble impensable, mais c'est ce genre de choses auxquelles je pense, quoi. Savoir discuter au moins avec ces gens-là, et puis voilà. On contribue dans une open source, c'est plus sur la documentation, la contribution, c'est au niveau du produit, si c'est un produit interne, ça permet de faciliter typiquement le fait de sortir un petit peu des choses, et puis d'avoir des standards un peu plus élevés au niveau du mode de contribution. Chez Goles, c'est un peu plus pareil sur le respect, la communication. Développeur sans ego. Il y a un petit manifeste sur l'egoless, egoless development. Ok, merci à toi. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Je vais continuer. Donc là, vous avez partagé ce que vous voyez dans XP, on va dire, XP 2021. Donc, je vais partager le fruit de mon raisonnement aussi de mon côté. Donc, la première question que je me suis posée, c'était de me dire, OK, en termes de pratique technique, qu'est-ce que moi je rajouterais? Qu'est-ce qui me manque dans une boîte à outils comme celle d'XP, on va dire, en termes de pratique d'ingénierie déjà? Donc, vous l'avez cité la première, donc je pense qu'il y a déjà pas mal d'entre vous qui connaissent. La première chose que je rajouterais dedans, moi, ce serait le mob programming. Comme je disais, le papa de ce truc-là, c'est Woody Zoil, un gars brillant pour le coup. Et on va dire le mob programming, pour résumer ce que c'est j'aime beaucoup sa phrase à Woody, donc je vais la traduire en français. Donc c'est tous les brillants cerveaux travaillant sur la même chose au même moment, dans le même espace, sur la même machine. Donc c'est pousser à l'extrême le pair programming en disant, quand on va commencer une nouvelle feature, on la développe tous ensemble. Et on la développe avec qui? Avec le product owner, avec l'équipe de développement, avec potentiellement des analystes, toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le développement. Et donc, l'idée, c'est réellement là, on pousse le collective ownership à l'extrême. On est tout le temps ensemble, on code tout le temps ensemble. Donc, Woody Zoil, lui, il pousse vraiment cette pratique-là à l'extrême. Lui, ce qu'il préconise, c'est d'utiliser le mob programming à longueur de journée et de développer tout le temps ensemble, de passer toute la journée ensemble. C'est vrai que ça raccourcit les boucles de feedback. Vous imaginez, vous êtes en train de coder, vous avez une question, vous avez votre product owner qui est juste à côté. Il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas de boucle de feedback qui sont indéfinies, enfin, qui sont interminables, etc. Vous êtes vraiment tous colocalisés en tout temps. Bien sûr, comme dans le pair programming, on va avoir la notion de driver navigateur. Donc, en gros, il y a une personne qui est au clavier qui sert de driver, et on va avoir les navigateurs qui vont tourner autour. Donc, il y a potentiellement plusieurs navigateurs qui vont dire
c'est quoi leurs idées sur le code et qu'est-ce qu'il faudrait écrire pour aller à l'étape suivante. Et le driver, lui, va taper ce que l'équipe veut taper en réalité. Le mob programming, ce qui est excellent de voir, c'est la manière dont on communique sur le code. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans des sessions de mob programming, les premières sessions, les gens ils se parlent comme si, le driver, si on suit réellement mob programming, le driver il est là, il devrait limite, on ne va pas dire couper son cerveau parce qu'il est là aussi pour donner du feedback, mais il est là pour coder ce que l'équipe pense. Il est là pour réellement coder ça. Et donner du feedback s'il est en désaccord, mais vraiment il doit prendre des inputs et le développer. Durant les premières sessions, ce qui est intéressant, c'est de voir l'équipe qui parle au driver comme si c'était un robot. Les personnes vont lui parler en disant public, void, main, par exemple, parenthèse, parenthèse, là tu mets parenthèse, int, toto, par exemple, ferme la parenthèse, etc. etc. Et le fait d'utiliser le mob programming, ça va réellement changer la pratique, changer la manière dont on parle sur le code. Au bout de quelques sessions, les gens ils parlent plus du tout de la même manière du code. Ils vont en parler de manière humaine et ils vont pouvoir mettre des abstractions, parler réellement de choses concrètes avec d'autres types de mots que s'ils parlaient à une machine qui code à leur place, quoi. Le code à reconnaissance vocale, exactement. Oui, moi aussi j'utilise Mobster comme outil, pour info. Mobster, et puis il y a des très bons outils pour faire du coding en remote. Alors là, ça dépend des outils que vous utilisez pour faire du pair programming ou du mob. Il y a CodeWithMe qui est intégré, qui est un plugin pour IntelliJ si vous utilisez IntelliJ. Et après, il y a, comment il s'appelle dans Visual Studio Code et Visual Studio. Il y en a un aussi dans Visual Studio qui marche vraiment très bien. Code Remote. Voilà. Ouais. Et ça marche vraiment très très bien. Alors par contre, si vous êtes c'est LiveShare. LiveShare, voilà, LiveShare, ouais. Exactement. Ouais. Merci. Et donc le mob programming, c'est vraiment un outil qui permet de partager la connaissance, diffuser la connaissance en instantané, apprendre tous ensemble et réduire les boucles de feedback. Alors moi, je ne suis pas un extrémiste, j'interviens beaucoup dans des équipes, comme je disais, je ne préconise pas d'utiliser du mob programming à longueur de journée. Pour ceux qui ont déjà fait des sessions, honnêtement, quand on fait une session de mob, même de 2 heures, on ressort, on est cramé. On est vraiment cramé. Même le pair programming, ça brûle. C'est beaucoup plus intense que de faire du dev seul. Moi, ce que je recommande, c'est de planifier dans les équipes des sessions régulières et des sessions ad hoc. Donc, des sessions régulières, c'est l'idée de maintenir un backlog de choses qu'on veut tacler en mob dans l'équipe et de se planifier des créneaux à l'avance, d'avoir une sorte de backlog de mob. Ça peut être des nouvelles features qu'on veut développer ensemble. Ça peut être des choses techniques qu'on veut tacler ensemble, la dette technique à éliminer, l'installation d'une nouvelle version d'une librairie, je ne sais pas, passage à une nouvelle techno, ce genre de choses. Ou ça peut être aussi des choses comme des revues de code qu'on a envie de faire de manière globale. Donc voilà, c'est plus comme ça que j'utilise en tout cas à l'heure actuelle. Ah oui. Après, si on fait du mob, on n'a plus besoin de faire de revue de code. C'est exactement ça, ouais. Exactement. On s'économise la revue de code, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose en moins. Et c'est vrai que les revues de code, c'est quelque chose d'assez chronophage aussi quand on les met en place. Et surtout, moi, ce que je vois beaucoup dans les revues de code, c'est que, moi j'en reparlerai encore un petit peu après, mais dans les revues de code, ça finit souvent en ping-pong. C'est des échanges entre les devs, entre le reviewer et le développeur. C'est des échanges qui sont peu productifs et dans lesquels le reviewer va remettre en cause le design qui aurait pu être designé de manière collaborative en amont. Donc, le fait de faire du mob programming, ça nous fait économiser beaucoup de temps. En fait. Je vous ai mis sur chaque slide aussi un petit rappel des capabilities que chaque, on va dire, pratique, de mon point de vue, stimule. Ça peut être intéressant pour faire l'écho, c'est intéressant de faire écho aussi accéléré. Après, il y a toutes les pratiques de testing aussi. Je passe dans beaucoup d'équipes. Alors, je ne sais pas comment c'est dans vos contextes, mais le testing automatisé de manière générale, bien souvent, c'est pas très développé, pas très utilisé. Je vais paraphraser Uncle Bob qui disait la dernière fois, en gros, si vous ne connaissez pas XP, si vous ne connaissez pas les 4 pratiques au centre, renseignez-vous. Malheureusement, les équipes avec lesquelles je travaille sont beaucoup dans cette situation-là. Et c'est bien dommage. Et moi, en termes de pratique de test, en tout cas, il y en a pas mal que je voudrais pousser. La première, c'est ce qu'on appelle l'approval testing. Alors, vous le connaissez peut-être sous un autre nom.
On l'appelle snapshot test pour tout ce qui est test front, quand on fait du React, de l'Angular, peu importe. Et côté back-end, on peut l'appeler aussi Golden Master. L'idée de l'approval testing, c'est quoi? C'est de se dire de collaborer avec son métier pour créer des choses qui soient approuvables par le métier lui-même. Donc l'idée, c'est de dire, on doit développer une nouvelle feature. Cette feature, avant de faire le moindre développement, on va réellement isoler quels sont les types quels sont les inputs possibles et quels sont, pour chacune de ces inputs, les outputs. On va représenter ça sous forme interprétable par un humain, pas pour une machine uniquement. Donc, pour ça, vous allez me dire, pour ceux qui connaissent Spec by Example ou BDD ou ce genre de choses, il y a des choses comme Gherkin qui existent, une syntaxe, d'ailleurs j'ai utilisé sur le slide d'après, given one then, etc. Mais là, on est plus sur des choses du genre, je ne sais pas moi, des sheets Excel ou un langage qui soit humainement lisible et qui permette de détailler ça, par exemple du YAML ou du JSON, enfin peu importe le format, à la limite, on s'en fout un peu du format. Mais l'idée en tout cas, c'est d'isoler ces 4 tests, on va dire input-output, avant de faire le développement, de capturer ça dans un format de fichier bien défini, qui soit lisible par un humain, de le faire approuver par son métier. Une fois qu'on a ça, on dit, OK, ça c'est une version approuvée d'input-output, c'est à partir de ça qu'on va créer notre fonctionnalité. Donc, ça nous permet de réellement designer notre implémentation à partir de choses qui sont déjà dans notre code, qui sont déjà dans nos tests, parce qu'on va pouvoir automatiser nos tests avec un framework qui s'appelle Approval Test. Pour le coup, ils ne sont pas foulés sur le nom. Et c'est à partir de ce fichier-là qu'on va réellement itérer et implémenter notre code de production. Cette approche-là, c'est... Ouais, vas-y. Pardon. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à du DDD dans le principe d'avoir en fait des cas une partie de l'idée d'avoir des cas concrets avec des vraies données finalement qui nous permettent de guider. En fait, si tu fais déjà des critères d'acceptation avec des tests d'acceptation, même de manière manuelle, tu les as quasiment déjà là. Là, l'idée, c'est de travailler sur le formalisme pour faire en sorte que, plutôt que d'avoir un formalisme qui se retrouverait uniquement dans un outil quelconque, ce formalisme-là, il permet d'être automatisé directement dans le code. Donc, ce fichier qui est approuvé par le métier, on le met réellement dans le code source de l'application. Et c'est à partir de ça qu'on va automatiser nos tests. Nos tests, ils vont juste lire ce fichier-là, et puis ils vont dire, il y a ça en input, il y a ça en output. Et c'est quoi que tu vas appeler comme comportement pour vérifier que input-output, ça match. Ouais, okay. Je vous invite à regarder, je ne pourrais pas tout détailler ce soir, mais je vous invite vraiment à regarder, j'ai mis des liens sur, je me suis fait j'ai une knowledge base dans laquelle je détaille un petit peu les ateliers que moi je déroule dans les équipes. Et c'est des ateliers que normalement, j'essaie de les rendre les plus hands-on possible. Vous êtes censé pouvoir, en tout cas, je mets des ressources à disposition pour que vous puissiez aussi les jouer dans vos équipes si vous voulez le découvrir et le faire découvrir à vos équipes. Et pour revenir sur cette notion d'approval testing sur du code legacy, parce que là, je vous ai parlé d'implémenter une nouvelle feature, mais l'approval testing sur du code legacy, ça permet quoi? Ça permet un code qui n'est pas couvert en quelques minutes, je dis bien juste en quelques minutes, en s'aidant du code coverage qu'on peut avoir dans nos outils et de l'approval test, ça nous permet de couvrir quasi à 100% un code qu'on voudrait refactorer, par exemple. Donc là, je vous invite vraiment à faire ce kata-là, c'est le Gilded Rose version approval testing, c'est ultra puissant. En 20 minutes, une demi-heure, quand vous avez pris en main le framework, vous arrivez à refactorer le truc sans rien faire quasiment, en quelques minutes. Pas de test vous n'avez qu'un seul test à écrire, parce que vous pouvez aussi faire du combinatoire, et c'est vraiment ultra puissant. C'est vraiment, pour moi, c'est un must-have pour travailler sur du code legacy. Et pour faire du TDD, pour faire du test first, c'est aussi un gros avantage. Et surtout, ce que ça permet de faire, c'est d'écrire moins d'assertions. Ça permet d'écrire moins de tests. Moins de tests, ça veut dire moins de code, mais ça ne veut pas dire moins de qualité. Quand on définit bien nos fichiers d'approbation, en fait, on est sûr d'être aligné avec notre métier, on est sûr d'implémenter ce qu'il faut. Gherkin, je ne suis pas un grand fan de Gherkin, donc je ne vais pas aller à l'opposé. Il y a une autre pratique de test qui est encore moins connue, qui s'appelle le property based. En gros, l'idée du property based, c'est de dire, c'est d'identifier ce qu'on appelle des invariants dans notre métier. L'idée des invariants, c'est quoi? Un invariant, c'est quelque chose qui est toujours vrai, quelles que soient les données qu'on lui fournit. Donc en gros, c'est une fonction dans laquelle ça prend... c'est une fonction de type invariante
Et peu importe les valeurs qu'on lui donne en entrée, elle retournera toujours true. C'est ça l'idée, enfin toujours vrai. Et donc, quel est le rapport avec une pratique de test? En fait, si vous regardez ce qu'on a l'habitude de faire dans nos projets, quand on fait du unit testing, peu importe de la manière dont on le fait, du TDD ou pas, on va écrire ce genre de choses. On va faire ce qu'on appelle de l'example based. On va faire un échantillonnage. On va dire, je suis en train de faire une nouvelle fonctionnalité. Je prends tel ou tel type de valeur en entrée et je vais échantillonner. Je vais dire, OK, mais quelle limite, selon moi, c'est ça, ça et ça. Mon cas nominal, c'est ça. Et on va toujours faire un échantillon. On ne peut pas tout tester. Si on a, par exemple, 2 integers en entrée, on ne peut pas tester l'intégralité des integers qui existent dans notre ordi. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet échantillonnage. Cet échantillonnage, en fait, on va le traduire sous forme un peu comme ça. On va dire, on va prendre tel input, on appelle le comportement, et ensuite, on met notre partie d'assertion. Donc, on va valider que le comportement qu'on a appelé nous a bien retourné ce qu'on a trouvé. Et donc là, j'ai pris un exemple bateau. Désolé, mais c'est le plus simple pour faire comprendre le truc. Imaginons que je crée une calculatrice, vraiment bateau. Je crée une fonction add sur ce calculateur. Et donc, je fais un premier test. J'écris un premier test et je dis, quand j'ajoute 2 et 2, je m'attends à ce que ça retourne 4. Très simple. Mais en approche property-based, avec cette approche-là, en gros, ce qu'on va valider, si on regarde ce graphe qui est à gauche, on va valider en mode example-based, on va valider qu'on a bien implémenté la fonctionnalité telle que décrite telle qu'attendue par notre métier, par notre client. Donc on va être vraiment, on va dire, on va faire le feature compliance, on va valider qu'on est bien compliance avec ce qui était attendu de la part de notre product owner ou de notre client. Par contre, on a un échantillonnage, ce qui veut dire que l'échantillonnage, on a très peu de possibilités d'input qui est couvert. Ici, en un cas de test, je couvre 2 et 2. Quand même pas terrible. Avec le property-based testing, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur un exemple comme le calculateur, on va isoler des propriétés. Et isoler des propriétés, dans ce cadre-là, c'est facile, qu'on est sur des propriétés mathématiques. On a 3 propriétés sur l'addition, la commutativité, l'associativité et l'identité. Et donc, on va écrire un test par propriété. Donc, on va détailler notre propriété, par exemple, comme ça. Et on va dire l'associativité, comment elle se définit. Elle se définit pour n'importe quel x que je prends en paramètre. Si je fais x plus 1 plus 1, je devrais avoir le même résultat que x plus 2. Et c'est comme ça qu'on va valider l'associativité. Et donc, quand je fais ça avec un framework, en l'occurrence, j'ai utilisé une lib qui s'appelle QuickCheck, JUnit QuickCheck. Pareil, c'est documenté ici. En fait, ce que va faire le property-based, le moteur qu'il y a derrière, on va dire, on va aller trop dans le détail, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, tu t'attends à avoir un integer en entrée. Moi, ce que je vais faire, c'est que par défaut, je vais faire un fuzzing. Donc, je vais te générer des valeurs sur base de ce qu'on appelle un fuzzer, et je vais te le faire de manière totalement aléatoire. Et donc, lui, il va me balancer, par exemple, moins 1000, moins 1 milliard, moins je ne sais pas combien, plus 35, etc., etc. Et il va me le faire de manière totalement random. Et donc, ce que ça permet de faire, le property-based testing, si on identifie bien nos propriétés, ça permet d'écrire beaucoup moins de tests et ça permet surtout de faire en sorte que ce soit notre ordinateur, notre machine, qui identifie les cas limites. Et ça nous permet d'identifier plein de trucs tordus qui pourraient arriver en production avant que ça arrive. Typiquement, ici, si on n'identifie pas bien ces cas limites, les questions de négativité, je ne sais pas, moi, ce genre de choses, bon, ici, c'est assez limité, mais ça permet d'identifier en tout cas ça. Je ne sais pas si on prend des strings, par exemple, vous prenez un string en paramètre de votre fonction et vous avez des caractères particuliers, des caractères spéciaux qui rentrent. Ça, vous n'avez pas forcément pensé à le tester, par exemple, de mettre des caractères coréens. Qu'est-ce qui se passe si je mets des caractères coréens sur une string en entrée, ce genre de choses? Lui va être en capacité de le faire pour vous. Et vu qu'il a un moteur qui est très puissant et sur lequel il y a une grosse communauté qui itère depuis des années, ça nous permet d'être vraiment en haut à droite sur ce cadran-là. De couvrir un scope qui est ultra large de possibilités d'input et d'avoir une feature compliance qui est super élevée. C'est vraiment super intéressant comme approche. Et pour identifier des propriétés métiers, ce qui est bien avec le property-based testing, c'est aussi qu'on doit comprendre le métier, mais vraiment sur le bout des doigts. On doit réellement pousser nos analyses, on doit réellement comprendre ce qui se passe. Un exemple de propriété un petit peu plus
réaliste, on va dire. Si on prend le monde bancaire, par exemple, une propriété serait de dire, quand je fais un retrait sur mon compte, bah, je m'attends que mon compte, enfin la balance de mon compte, soit le montant initial moins le montant du retrait effectué. Et ça, ce sera vrai pour n'importe quel montant débité. Ça, c'est une propriété, par exemple. Alors, dans XP, il y a un truc qui m'a toujours choqué, entre guillemets, c'est qu'on parle de refactoring, mais je trouve que depuis XP, on parle très peu de méthodes de refactoring. C'est très peu matérialisé. Donc, il y a des bouquins de Martin Fowler, par exemple, mais qui sont un peu répandus. Il y a trop peu de personnes qui en parlent selon moi. Et il y a une méthode qui s'appelle Mikado. Je vais en parler rapidement parce que je vois que le temps file. Le Mikado qui permet de décomposer des tâches de refactoring en toutes petites tâches de refactoring. Et donc, j'imagine qu'il y a des développeurs dans la pièce. Alors, bon, vous avez déjà dû avoir ce genre d'expérience. C'est de vous dire, vous posez, puis de voir un truc qui pue dans le code, puis vous vous dites, OK, ça, il faut absolument que je refactor. Je ne peux pas le laisser tel quel. Vous commencez à le refactorer, vous y passez 1 heure, 2 heures, en fait, vous commencez à tirer la pelote de laine, et puis là, vous voyez qu'il y a une pelote énorme qui arrive, et puis vous vous dites, ouais, mais je suis dans mon refactoring, je n'ai pas envie d'abandonner, il faut que j'aille au bout, il faut que j'y aille, et vous êtes dans un état qui est totalement instable, vous n'arrivez même plus à compiler, et ça va durer potentiellement des heures, voire des jours. Le Mikado, en fait, c'est une pratique qui permet d'éviter justement cette situation-là, qui permet d'être toujours dans un état stable. Je ne vais pas aller plus loin, malheureusement, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais je vous invite vraiment à regarder, c'est super intéressant. Et ça s'utilise très facilement, c'est ultra simple comme pratique. Il faut juste mettre un petit peu de rigueur quand on refactor des choses. Alors, je ne sais plus s'il est apparu tout à l'heure sur le board. Il y a une autre pratique moi, que je rajouterais qui s'appelle Domain Driven Design. On va dire que c'est plus qu'une pratique, c'est une grosse approche de développement. Pour ceux qui connaissent pas plutôt, on va dire que Domain Driven Design, ça permet d'aller de l'idéation, tout ce qu'on entend par idéation, jusqu'au code qui tourne en production. Et pour ça, il y a 2 types de patterns qui existent, qui sont liés à Domain Driven Design. Il y a ce qu'on appelle d'un côté les patterns stratégiques, qui permettent l'idéation et voir l'organisation, enfin aller jusqu'à l'organisation qu'il faut mettre en place pour être en mesure de builder, enfin de délivrer une solution. Et des patterns tactiques qui vont dire, en gros, comment on devrait architecturer notre code, quel est le découpage qu'on devrait mettre pour pouvoir délivrer, pour pouvoir mettre quelque chose en production. Et il y a vraiment énormément de pratiques, et la communauté DDD, elle est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de choses qui se passent autour de Domain Driven Design. Event Storming, ça en fait partie, ça vient juste après. et effectivement, je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils ont fait. Donc, c'est une équipe qui s'appelle, enfin, c'est une team dans GitHub qui s'appelle DDD Crew. Et ils ont mis en place, enfin, en tout cas, ils ont documenté ce qu'ils appellent le Starting Modeling Process. Et il y a vraiment énormément d'outils qui sont associés pour chacune des étapes de ce process-là, qui est en fait un petit guide pour mettre en place des DD dans votre organisation. Et il y a tous les outils qui sont associés. Et parmi eux, effectivement, Florian, tu as raison. Je pense que c'est dans l'étape Discover. Ici, on va retrouver Event Storming, par exemple. On va retrouver beaucoup d'outils du genre des Canva, le Bounded Context Canva, l'Aggregate Canva, qui permet justement, et là, c'est un super truc que j'ai découvert il y a eu un an et demi, qui permet d'aller vraiment de l'Event Storming jusqu'au pattern tactique. Enfin bref. Je vous invite à regarder ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a une grosse communauté qui pousse vraiment pour DDD. Et comme disait Uncle Bob la dernière fois, c'est pas nouveau. Hein. Ce bouquin qui pose les bases de Domain Driven Design, il a été écrit en 2003. Alors, si vous devez lire un bouquin sur DDD, moi, je ne vous recommande pas forcément ce qu'on appelle le Blue Book. Je vous recommande plutôt les bouquins de Von Vernon. Ils sont plus petits, plus lisibles, on va dire, et plus hands-on, on va dire. Ensuite, il y a un truc moi, qui me choque aussi sur le testing, alors je ne sais pas dans vos organisations comment ça se passe, mais quand on va commencer à mettre en place du testing, beaucoup d'organisations vont commencer à mettre en place du testing et ils vont vouloir mesurer les tests. Donc, ils vont mettre en place ce qu'on va appeler du test coverage. Le test coverage, c'est quoi? C'est en gros, ça mesure le pourcentage de couverture de votre code. Donc, pour une ligne de production, une ligne de code en production, est-ce qu'elle est couverte ou non par est-ce qu'elle est couverte ou non par au moins un test. Et donc ça, c'est vraiment une mesure quantitative. Il n'y a absolument pas de notion de qualité.
un code pourrait être couvert à 100%, mais contenir aucune assertion, par exemple. Donc, ne pas contenir la partie assert, qui est la plus importante dans le test, qui valide si oui ou non le comportement est le comportement attendu. Et donc, pour ça, il y a un outil qui est intéressant, qui permet de faire des mesures plus qualitatives, qui s'appelle le mutation testing. Et le mutation testing, en gros, ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de tester notre qualité, parce que lui, en fait, de manière très synthétique, ce que va faire un outil comme un outil mutation testing, ça prend votre code de production, ça regarde les tests, ça prend le code de production, ça insère ce qu'on appelle des mutants, ça génère des mutants, et ça fait tourner les tests sur base de ces mutants-là, et puis lui, il va voir s'il y a des choses qui cassent dans les tests. Et donc, ces mutants, c'est quoi? C'est en gros le moteur de mutation testing. Si vous utilisez Java, par exemple, je vous en citais un, c'est le Pytest. Lui, ce qu'il va faire, il va voir des opérateurs dans votre code, il va dire, OK, ici, tu as voulu diviser, moi, je remplace ça par une multiplication. Ici, tu as utilisé une constante qui est 5, par exemple, je mets un -3 à la place. Et il va générer comme ça des mutants de manière très aléatoire dans votre code. Et puis, le but, c'est de voir les tests qui sont sur ces lignes-là, est-ce qu'ils cassent ou pas? S'ils cassent, ça veut dire que notre test, il était de qualité, c'est qu'il validait bien le résultat qui était attendu. Et s'il ne casse pas, c'est qu'on a un problème. Et donc, ça permet réellement de mesurer la qualité de nos tests. Je vais faire vite sur les autres parce que je n'aurai pas le temps de finir. Donc, je vais squeezer celui-là. Une autre pratique qui est intéressante, c'est l'architecture Decision Record. Alors, j'ai bien aimé tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait, je crois que c'était toi, Jean-Damien, mais sur l'architecte qui descend de sa tour d'ivoire. Alors, moi, c'est quelque chose que j'expérimente depuis plusieurs années, justement, de faire descendre les architectes de leur tour d'ivoire. J'ai la chance d'être dans une organisation où je bosse main dans la main avec le patron de l'entreprise d'architecture. Ça se passe très bien, lui, il est descendu depuis longtemps. Et donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en place. On a mis en place ces architectures Decision Records pour faire de l'inclusion. Donc, l'idée, c'est quand on fait un meeting avec des tech leads, avec des équipes de développement, etc., on va capturer toutes les décisions de design et d'architecture, on va s'aligner dessus et on va les capturer sous forme de ce qu'on appelle un ADR. Et dans cet ADR, en fait, on va y détailler, OK, c'est quoi c'était quoi le sujet du jour? C'est quoi les alternatives qu'on a pu identifier? C'était quoi les pros et cons de chaque alternative? C'est quoi la décision finale? C'est quoi les conséquences positives et négatives de cette décision? Et puis, on va y assigner un petit workflow, on va dire, un état à chaque décision d'architecture. Alors, ça permet de faire quoi, ça? Ça permet d'éviter d'avoir des discussions interminables. Ah, pourquoi on a fait ça par le passé? Pourquoi on a eu besoin de faire ça? Et d'avoir des questionnements perpétuels. Ça permet réellement de tout loguer et de savoir pourquoi on a pris telle décision à l'instant T. Un autre outil qui va un peu dans ce sens-là, super pour l'onboarding aussi, ouais, exactement. Merci Marc pour la remarque. Effectivement, ça permet de comprendre tout ce qui se passe. Un autre outil, moi, que j'utilise beaucoup aussi dans les organisations, qui va aussi dans la notion de collaboration et de co-construction, c'est le Tech Radar. L'idée, c'est quoi du Tech Radar? C'est de définir qu'est-ce qui peut et qu'est-ce qui doit être utilisé dans une organisation en termes de technologie, framework, technique, pratique de dev, plateforme, etc., etc. Donc ça, c'est un exercice que moi, j'ai déjà fait dans pas mal de boîtes. On se pose, on se voit en physique, maintenant en remote plutôt, mais on va définir, OK, sur quoi on a envie de se positionner au sein de l'organisation. Et pour chacune des catégories identifiées, donc là, ici, j'ai mis technique, tools, etc., on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on a dans l'organisation? Qu'est-ce qu'on veut adopter? Donc, ça va être ce qui est au cercle central. Qu'est-ce qu'on adopte? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est-à-dire, il y a peut-être déjà un équivalent à adopter, mais on veut peut-être utiliser quelque chose d'autre. Et qu'est-ce qu'on veut assesser? Qu'est-ce qu'on veut préparer pour le futur? Qu'est-ce qu'on voudrait utiliser peut-être dans un futur proche? Et ensuite, à l'extérieur de ce cercle-là, ce qu'on va retrouver, c'est tout ce qui est déprécié, tout ce qu'on n'a plus envie d'utiliser dans l'organisation. Et ça, on le fait de manière inclusive. Et quand on a envie de faire passer quelque chose dans le Tech Radar, une nouvelle techno, une nouvelle librairie, on passe dans ce comité, entre guillemets, qui est composé d'architectes, d'experts techniques, qui est une communauté qui est super ouverte. Et cette organisation-là, je pense que ça représente 60 personnes, pour tout vous dire. Et on a un petit workflow associé pour dire comment on passe d'une étape à l'autre. Alors, juste pour en finir sur les pratiques de dev, il y a un truc aussi que je pousse depuis un petit moment dans cette boîte-là, c'est ce qu'on appelle le co-design. Enfin, c'est ce que nous, on a appelé le co-design.
C'est l'idée, justement, encore une fois, de faire tomber l'architecte de sa tour d'ivoire et de travailler main dans la main avec les équipes de développement. Donc, l'idée, c'est de dire l'architecture, en tant que telle, elle est porteuse de la vision technique et on va la matérialiser sous forme diverses, on va dire, sous forme d'ADR, dans une base de connaissances. On va mettre ça dans un Tech-Radar. Mais ce qui nous manque un peu, c'est cette étape de co-construction. Donc, eux, ils sont responsables de la vision technique, technologique de l'entreprise. Mais après, c'est qu'une vision high level. Comment on fait pour la traduire sur le terrain? Et c'est là où nous, ce qu'on a mis en place, c'est des sessions de co-design. Et là où il y a, c'est des sessions où on est avec l'architecture. Il y a des tech leads, des membres des équipes de développement qui sont concernés par ce qu'on veut discuter, des membres de la sécurité, des ops, des experts techniques dans l'ensemble, même des experts business, il peut y avoir. Et on va tacler des sujets ensemble, de manière totalement collégiale et totalement collaborative. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'éviter les effets tunnels, d'éviter les boucles de feedback qui sont interminables. Dans les grosses structures, j'ai dit que vous venez aussi potentiellement vous venez de grosses structures aussi, il y a des boucles de feedback qui sont interminables. Vous demandez quelque chose, vous avez la réponse de la Sécu qui apparaît 3 mois après. Et ça, on veut vraiment l'éviter. C'est pour ça qu'on inclut les gens au plus tôt dans ces discussions, dans ces sessions de co-design. Et honnêtement, c'est ultra productif. Ça nous a permis, sur un truc qui devait être livré en 2 mois, qui était imposé par la législation, de le délivrer super rapidement, en moins d'1 mois. Et en temps normal, sans utiliser ces sessions de co-design-là, vu que ça impactait fortement l'infrastructure, les ops, la sécurité, etc., ça aurait mis, sans mentir, dans cette organisation-là entre 5 et 6 mois, facilement. Donc c'est vraiment, ça c'est un truc que je vous recommande. Je l'ai documenté aussi, donc on pourra aller voir ça a posteriori. Je suis vraiment désolé, je parle beaucoup, j'aurais pas le temps de retourner sur le board. Ouais. Désolé. Hein. Donc il y a beaucoup de choses techniques que j'aurais voulu discuter. Je pousse moi dans les équipes avec lesquelles je travaille. Et il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. On a la chance d'avoir des communautés qui sont super actives. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, je suis totalement aligné avec vous, c'est ce que je vous disais en préambule. Dans cet exercice-là, vous avez mis des choses, mais au final, il y avait des choses liées à la technique, mais il y avait aussi beaucoup de choses liées au bien-être de l'équipe. Et je suis full aligné avec vous. Quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit dans XP, OK, il y a des pratiques d'ingénierie, il y a quelques trucs autour sur l'équipe, mais il y a peu de choses au final. Je partagerai mes slides, Thomas. Je les enverrai juste après sur le Discord. Sur le Discord, et je le mettrai aussi sur LinkedIn si vous vous connectez. Si vous connectez, je taguerai Frugagy, comme ça vous y aurez accès. Et donc, je vous rejoins totalement sur le savoir-être communication. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ces slides-là, parce que je pense qu'on est full alignés. Moi, j'ai parlé de CNV, de PNL. Je n'ai pas forcément parlé de ProcessCom, même si je connais aussi. Je suis assez intéressé, on va dire, par ces outils-là. Et pour moi, il y a aussi un truc qui est primordial, c'est savoir donner et recevoir du feedback en équipe. C'est des choses qui sont trop peu utilisées, parce que les gens ne savent pas comment le faire. Ce n'est pas enseigné à l'école. Moi, le premier, hein, je me mets dedans. Je ne suis pas bon pour donner du feedback. Je suis vraiment mauvais à ça. Pourtant, je connais les techniques. Analyse transactionnelle, exactement aussi, qui pourrait être dans ce slide-là. Et il y a plein de techniques qui existent. Donc, Desk, moi, c'est celle que j'utilise le plus. Ça me permet d'aller straight to the point. Il y a Oscar, il y a OSBD. Il y a plein de choses à creuser et à diffuser dans les équipes. Et en tant que coach, c'est ça qui est bien. On peut vraiment aider les autres à grandir sur ces aspects-là. Ça, c'est excellent. Et autre chose, moi, que je pousserais aussi dans un XP 2021, c'est la facilitation. Je trouve qu'elle est encore plus importante maintenant qu'on est en remote. C'est encore plus important d'avoir des facilitateurs. Je pense que c'est exacerbé à l'heure actuelle. Typiquement, en remote, faire des meetings qui soient efficients, c'est encore limite plus difficile qu'en physique. C'est pour ça, je pense que des pratiques de facilitation comme le Canvas 7P, qui permet de préparer en amont ces meetings, de bien détailler, de bien penser à qu'est-ce qu'on veut obtenir, comment on veut l'obtenir, c'est quoi la préparation qui est nécessaire, comment on va y aller. Ça, c'est super important, primordial de mettre en place dans toutes les équipes. Et puis après, il y a là aussi les liberating structures. Je ne sais plus s'il y avait un talk dessus durant la conf, mais les liberating structures, qui sont des structures libératrices en français, qui permettent réellement d'animer et de faire en sorte d'amener beaucoup de choses dans les meetings et de libérer la parole. Moi, j'ai encore fait une session récemment où j'ai mixé pas mal de structures, notamment crowdsourcing, là, je vois,
Je vous invite fortement, si vous ne connaissez pas Liberating Structure, je vous invite à regarder un talk de Anne Gabriac, qui fait partie de l'équipe d'Orga aussi. Et elle avait fait un super talk sur les Liberating Structure il y a quelques temps. Et petite pub, lors du Facilitation Day début mars, elle fera aussi une session sur les Liberating Structure. Et puis, on a besoin aussi d'événements, on a besoin encore plus en remote, je pense, des moments pour se retrouver, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, faciliter les stand-up, les rétrospectives, c'est vraiment des choses importantes. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur ces éléments-là. Pareil, sur le leadership, je ne sais plus qui l'a mis tout à l'heure, mais vous avez parlé de management 3.0, c'est clair, c'est des choses qu'il faut développer aussi dans les équipes. On parle de leadership, on parle d'empowerment, ça associe fortement au leadership. Chacun peut faire preuve de leadership et chacun est en mesure de développer son leadership. Et je pense que c'est important de le cultiver au sein de l'équipe pour être en capacité de grandir en tant qu'équipe. Pareil, je vous ai mis quelques pointeurs, on va dire ici. Une dernière chose aussi que j'ajouterais là-dedans, ce serait cette notion de coaching et d'enseignement. Le coaching d'un côté pour s'entraider, pour être en capacité de s'entraider, je pense que c'est primordial. Commencer à cultiver des choses comme le solution focus en équipe, c'est quelque chose qui me paraît à moi super important. Ce que je vois souvent, c'est des équipes qui se résignent, qui sont focalisées problèmes, qui ont l'impression de se noyer tout le temps. Et des pratiques de coaching comme le solution focus, ça permet réellement de les remotiver, se booster, d'être focalisé vraiment solution et non plus problème, et d'améliorer aussi la cohésion d'équipe et le moral de l'équipe, la motivation. C'est vraiment des choses que moi je rajouterais. Et puis sur l'enseignement, juste pour finir là-dessus, sur cette partie enseignement, des choses comme training from the back of the room, apprendre à enseigner, à faire grandir les autres aussi sur les aspects via des sessions de formation, des workshops, des petits broadbacks du temps de midi, etc., etc. Et training from the back of the room, ça aide réellement à structurer ces sessions. Et c'est basé sur une neuroscience. Donc il y a plein de choses intéressantes aussi dans ce bouquin-là et dans ce que Sharon Bowman prône en général. Alors, pour résumer, ce que je vous ai dit aujourd'hui, moi, mon XP 2021, il y a des skills de dev, des pratiques de dev, on va dire. Il y a des pratiques d'architecture, il y a des pratiques de communication. Ça fait beaucoup de choses si je devais le matérialiser sous forme de cercle. Et pour ne pas faire peur aux gens, on va dire. Moi, je pense que la clé de tout ça, en fait, c'est, là vous l'aviez mis un petit peu auparavant, pour moi, la clé pour bien vivre en équipe et pour améliorer l'efficience, si on fait référence à Accelerate, c'est l'apprentissage continu. Je ne vais pas parler d'apprenance ici, mais c'est fortement lié. Et là, je voulais vous poser une question, mais on n'aura pas le temps de la faire. Si je veux clôturer un minimum les slides, c'était de vous poser la question, comment vous faites votre apprentissage? Qu'est-ce que vous mettez en place dans votre organisation pour apprendre au quotidien? Je vais vous pousser quelques tips que moi j'ai pu mettre en place et qui fonctionnent plutôt bien. Une petite rêve sur un bouquin, pareil, je n'ai pas le temps d'en parler, désolé. Premier tuyau pour l'apprentissage continu, c'est réellement les communautés de pratique. C'est des choses que je fais depuis des années et ça marche réellement pour connecter les gens, casser les silos, partager la connaissance, apprendre ensemble et résoudre des problèmes en faisant appel à l'intelligence collective. Je n'ai jamais trouvé un vecteur plus important que la communauté. Partager la connaissance, de mon point de vue, c'est primordial. On parle souvent de formation. Et quand on parle de formation dans les organisations, on parle de formateurs externes, ce qui est pour moi une perte énorme. Il y a vraiment des talents dans les entreprises. Il y a des gens qui ont envie d'enseigner en plus. Il y a des gens qui ont envie de faire profiter des autres de leur savoir, de leur expérience, de leur connaissance. Et via les communautés de pratique, on pousse ces gens à partager. Donc, on capitalise sur leur expérience, sur leur connaissance. Donc ça, c'est excellent. Et résoudre des problèmes ensemble, ça, c'est aussi le but. Moi, quand j'aide à monter des communautés, c'est toujours ce qui ressort en premier, c'est aussi résoudre des problèmes ensemble, pas se sentir seul, réellement fédéré autour de la communauté. D'autres pratiques que je vous recommande d'expérimenter, c'est les learning hours. Alors ça vient d'une coach suédoise qui s'appelle Emily Bach. Elle, ce qu'elle recommande, c'est de prendre 1 heure par jour, quand elle fait son coaching en tout cas, 1 heure par jour pour l'équipe, pour apprendre de nouvelles choses. J'ai jamais réussi à le vendre, je dois avouer. 1 heure par jour, ça peut paraître extrême. J'ai jamais réussi à vendre ça dans des équipes.
Ce que j'arrive à vendre, par contre, c'est de faire des katas, des codes kata, donc apprendre des pratiques que j'ai pu vous montrer auparavant, property based ou approval, ou ce genre des pratiques de refactoring, les apprendre via des codes kata. Et puis, il y a un truc à mettre en place aussi dans les organisations que je trouve vraiment important, c'est le mentoring. Je le vois trop peu, malheureusement, ou peu pris au sérieux, on va dire. Et sur le mentoring, je vous invite à lire un petit truc qui s'appelle One Minute Mentoring, dans lequel il y a un truc, il y a un petit modèle qui s'appelle le mentor modèle. J'aime beaucoup ce qui est dit dans ce mentor modèle. L'idée, c'est vraiment de se dire, on crée une vision ensemble, entre mentor et mentoré, on crée un engagement, on crée une relation de confiance. Et puis, l'idée, c'est vraiment d'avoir une relation qui est win-win dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement mentor vers mentoré, c'est aussi mentoré vers mentor. On a beaucoup à apprendre l'un de l'autre, en fait. Et cette relation-là, elle est vraiment exacerbée dans ce bouquin-là. Je le trouve assez intéressant de ce point de vue-là. Il est facile à lire, hein, je pense que ça se lit en une heure. 1 heure par jour en mode shadow. Alors, récemment, j'ai vu passer une news d'un coach technique aussi qui s'appelle Philippe Bourgault. Lui, ce qu'il fait, c'est une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour en utilisant une pratique qui est similaire à celle que je vais rapidement vous introduire, qui est à droite. Ce que moi j'ai créé ces dernières années, quand j'étais dans une boîte qui s'appelait Agile Partner, c'est deux formats d'ateliers que je déroulais à l'époque en physique. Un qui s'appelle Extreme Reading et l'autre qui s'appelle Extreme Watch, et qui permettent vraiment de stimuler l'intelligence collective en faisant de la veille collective en groupe, c'est ce qu'on appelle Extreme Watch, et de faire des sessions de lecture collective. Je n'ai pas le temps de rentrer plus en détail que ça, donc mais en gros, la promesse d'Extreme Reading, rapidement, c'est d'être en capacité de lire de manière collective 2 livres en 1 heure. J'espère que ça attise votre curiosité. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un acheteur compulsif de livres, ça peut réellement vous sauver la vie. Alors, pour la petite histoire, l'achat compulsif de livres et le stockage de ces livres, il y a un mot japonais qui s'appelle tsundoku qui résume cette pratique-là. Et puis autre chose, je ne vais pas me vendre moi, mais l'idée d'avoir des coachs techniques aussi dans les organisations, je trouve que ce serait une bonne idée pour un XP 2021, pour l'apprentissage continu, au moins au début des équipes. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, avec un coach qui a un profil plus technique, ça permet d'aider les équipes à grandir sur les aspects qui sont comment? Plus liés à extreme programming, ou plus liés à ce qu'on a pu voir avant, le mob, les codes kata, les pratiques de testing, etc. Et d'avoir quelqu'un qui les aide à mettre le pied à l'étrier. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, moi je parle à beaucoup de devs, et ce qu'ils me disent, ouais, j'ai déjà découvert le TDD, c'était bien quand je l'ai fait en training, mais comment je fais concrètement dans mon code? C'est là tout l'intérêt d'avoir un coach technique dans l'organisation. C'est quelqu'un qui aide à mettre le pied à l'étrier, qui n'est pas uniquement dans la théorie, mais qui aide aussi l'équipe à aller plus loin et à enchaîner sur comment on le met en pratique dans notre quotidien. Alors, je vous invite aussi, ça fait beaucoup de bouquins, hein. Je vous dis, moi, je suis un fan de livres, de lire le bouquin d'Emily Bache sur le coaching technique. J'ai fait un résumé sous forme d'infographie, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez voir un petit résumé. Et donc, pour finir, sur ce truc-là, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, OK, XP ça datait de 90, des années 90, ça répondait à un besoin de l'époque. Ce besoin-là, manifestement, il est toujours présent. Par contre, il y a plein d'autres choses qui ont émergé à droite, à gauche. Il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans lesquelles il faudrait picorer. Et j'adore cette phrase d'Alan Kelly, et j'en avais discuté un coup avec lui, c'était qu'on trouve dans son bouquin sur Zampan. Donc, moi, ma prescription, c'est quoi? C'est la même que celle d'Alan Kelly, c'est créer votre propre process, ne suivez pas les prescriptions des autres. Donc, en gros, ma prescription, c'est quoi? C'est de dire, mettez en place tout ce qui fait du sens dans votre contexte, expérimentez, apprenez. C'est, on va dire, ma conclusion sur cette vision d'XP 2021 et mes 50 nuances de pratique de dev. J'aurais pu en mettre 50, mais ça aurait été saoulant. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Et puis, je vois qu'il ne me reste plus de temps. Donc, pour ceux qui veulent, je vous propose juste un dernier exercice. À minima, c'est de dire, c'est de retourner dans Miro et puis de remplir cette partie-là. Donc, ce que je vous demande, c'est juste de mettre un post-it sur ce board-là avec votre nom
et puis de vous placer sur ce cadran. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 axes. Donc, le niveau de connaissance que vous avez acquis dans cette session et combien comment cette connaissance acquise est applicable. Donc, je vous ai mis une petite légende pour expliquer. À gauche, en haut à gauche, j'ai appris beaucoup, mais ça ne s'applique pas pour moi. À droite, j'ai appris beaucoup et je peux l'appliquer. En bas à gauche, je n'ai rien appris. Enfin, je n'ai pas appris grand-chose et ça ne s'applique pas pour moi. Et en bas à droite, je peux l'appliquer. Je peux appliquer le peu que j'ai appris. Et donc, je vais vous envoyer les slides a posteriori. Et puis, si vous avez des questions ou si vous voulez parler sur quoi que ce soit, je suis dispo. Vous pouvez ouvrir les micros. On est toujours aussi peu nombreux. Donc, pas de souci pour ouvrir les micros. Oui, moi je pense que tu peux peut-être rajouter un truc. Alors, je sais pas, hein, c'est le fait d'aller voir à l'extérieur. Tu sais, le fait de faire des meet-up, le fait de faire des sessions comme on fait aujourd'hui, Ouais. finalement, pour s'ouvrir l'esprit, parce que peut-être qu'au sein de ton organisation, tu optimises des choses, mais le fait de faire des safaris et d'essayer d'aller chercher d'autres sources d'inspiration, voilà, comme là ce soir, tu vois, moi, tu m'as appris pas mal de choses au niveau technique. Sachant que je suis plutôt un coach à organisation, même si j'ai un passé de développeur. Et typiquement, j'ai appris des choses sur les tests, tu vois, un peu que je ne connaissais pas, tout simplement. Donc, merci déjà. Merci du feedback. J'arriverai pas à montrer, mais oui, c'est une très bonne remarque. C'est déjà le deuxième à me le dire. Hein. J'avais déjà fait cette session-là. Je m'étais noté de le rajouter et je l'ai ajouté aussi dans mon infographie. Je l'ai revu, on va dire, dans mon infographie que j'ai fait sur du bouquin d'Emily Bache, où elle prenait réellement aussi les idées d'amélioration. Donc, c'était réellement de monter son propre meet-up et de participer à des événements extérieurs. Enfin, ça me paraît aussi primordial. C'est des choses que, en fait, c'est ça là. Quand tu le fais naturellement, c'est difficile des fois de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est le genre de choses que je pousserais. Et c'est pour ça que j'ai oublié de le mettre dedans pour le coup. C'était déjà le deuxième à me rappeler, j'aurais dû le rajouter. Tu vois. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer. J'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient dans le chat. Tu fais pas d'atelier à Agile France? Non. J'en ai fait un. Oui, j'en ai fait un à Agile France. J'ai fait Extreme Reading il y a 2 ans à Agile France quand c'était en physique sur Extreme Reading. Et je présenterai rapidement les différents outils de facilitation. Différents outils de facilitation lors du Facilitation Day. Je sais pas comment. La journée de facilitation qui se passe. Alors, je ne sais plus quelle date, le 12 ou le 13 mars, un truc du genre. Si ça vous intéresse, ce sera un petit. Je ne vous ferai pas une session en live. Ça demande un peu trop de setup et les gens. Ça demande un petit peu de maturité sur différents outils. Par contre, je vous présenterai réellement ce que ça peut apporter. Vous voyez l'anniversaire de ma grand-mère. Je ne sais pas si c'est pertinent. Il est où mon agenda? En bref, c'est au mois de mars. Vous trouverez ça sur Internet. Ok, merci Johan. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance a une ou deux questions qu'on prendrait très vite pour clôturer? Ou après, vous pouvez poursuivre la conversation, bien sûr, sur Discord de Trucs Agiles. Personne? Juste te remercier encore une fois, c'était vraiment génial. Merci beaucoup et c'était très clair. Bravo. Écoute, merci à toi. Merci à toi et à très bientôt du coup. N'hésitez pas si vous voulez avoir accès aux différentes ressources. Je publie assez souvent des choses sur ce que j'appelle ma knowledge base. Hein. C'est sans prétention. Vous allez voir si vous voulez dérouler des katas. C'est des choses que j'essaie de documenter au fur et à mesure. Donc voilà, typiquement, je suis en train de travailler sur un petit. On parlait de refactoring tout à l'heure. Je suis en train de travailler sur un truc que j'ai appelé un refactoring journey. Donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me suivre. Je publie souvent des ressources. Tout ce que je fais, j'essaie de le mettre, j'essaie de le publier en fait. Donc, si ça vous intéresse, c'est pratique de dev agile, on va dire. Je vous recommande de venir faire un tour de temps en temps sur ces pages-là. Moi, j'avais une question justement sur ce sujet-là. J'ai énormément de mal personnellement à faire à documenter mes connaissances, à grouper les choses, à les organiser. J'ai l'impression que tu fais ça très bien. Je me demande un peu qu'est-ce que c'est ton approche. Alors là, je sais pas. C'est très clair en fait ce que tu nous présentes.
Ouais, c'est vrai. Je sais pas, des fois j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Et en fait, j'ai un gros souci, enfin, j'ai eu un gros souci ces dernières années, c'est que je sais pas si ça vous fait pareil, mais dès que je pense à quelque chose, j'ai tendance à digresser énormément. Et donc Ah ouais? ces dernières années, on va dire que j'ai beaucoup travaillé la non-digression. Ça a été très compliqué, mais je le fais encore de temps en temps, mais j'arrive à me canaliser un petit peu plus. Donc ça a été un gros travail sur moi, on va dire. Et après, sur les sujets, on va dire que vu que je les prépare quand même, je les prépare et je les déroule dans pas mal d'équipes, c'est des sujets que je maîtrise plus ou moins, quoi. Enfin, plutôt bien, on va dire de manière générale. C'est peut-être pour ça. Mais j'ai pas forcément de secret. Ah, un mot secret, c'est pas un secret, j'aime beaucoup cette idée de dire c'est en enseignant qu'on apprend. Donc c'est pour ça, je pense que les sujets, c'est en parlant qu'en fait on commence à les maîtriser, on commence à être de plus en plus clair sur les différents sujets. Je parlais aussi également de la façon d'organiser ta base de connaissances, ce genre de choses. Ah bah pour le coup, je trouve que c'est le bazar, tu vois, mais oui, c'est quelque chose que ouais, j'ai pas mal documenté, j'essaie de structurer ça, j'essaie de m'inspirer un peu de ce qui est fait à droite à gauche en fait. Et, typiquement, tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait d'éthique du dev. C'est quelque chose en plus que j'ai fait il y a déjà quelques années et je l'ai documenté cette semaine. J'essaie de faire au format 4C, histoire de structurer réellement mon approche toujours de la même manière avec donc, le format 4C de Sharon Bowman avec une partie connexion, concept, etc. Concept, concret, practice et conclusion. Ça me permet de bien structurer les choses. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire un peu sur mes slides, quand je fais une présentation. Quoi. Après, j'ai pas vraiment d'autres astuces. Je sais pas comment je fais. C'est comme ça. Okay. Je vais pas l'expliquer. C'est déjà cool. C'est pas mal. Ça donne déjà des pistes. Merci. Ouais. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là pour ce soir. Je suis disponible de toute manière, comme disait Nicolas avant, sur le Discord de Frugagile. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le Discord. Je vais publier les slides, je pense, tout à l'heure ou demain matin, dans le pire des cas. Et puis à très bientôt, du coup. Et puis, profitez bien de la dernière journée de conférence. En fait. Merci, Johan, pour cette super transition. Donc, la suite de Frugagile, c'est demain, entre 13 et 14 heures, pour comment atterrir avec agilité après la pandémie, avec Claude Aubry, Jean-Pascal Boignard et Anthony Cassaigne. Et après, entre 18 et 19 heures, Beyond Budgeting, avec Dragos Update. Merci à tous et bonne soirée. Yes, bonne soirée. Merci à vous les orgas, au fait.